L'idée, c'est de parler du sexisme ordinaire. Est-il une fatalité en milieu professionnel? Moi, j'aimerais d'abord savoir si vous avez une idée de ce que c'est que le sexisme ordinaire. Si jamais vous avez envie de réfléchir à cette discussion. C'est des phrases banales qu'on va nous dire, c'est des micro-agressions qui, pour les autres, peuvent ne pas être considérées comme des agressions et qui le sont, par exemple, des blagues sexistes. Qui, du coup, on se sent coupable de pas rigoler, mais en fait, on est plus victime dessus. Voilà. Exactement, c'est toutes ces petites phrases qu'on peut dire du genre t'es bonne en maths pour une fille, ma petite, quand on parle à quelqu'un dans une très bonne présentation professionnelle, ma petite, vous allez le faire, ou alors quand on assume que la fille qui est dans une réunion, elle est là pour apporter le café. C'est des petites remarques qui sont là pour diminuer, inférioriser les femmes. C'est puni par la loi, c'est condamné. Les lois professionnelles évoluent beaucoup. On a déjà parlé beaucoup de codes ce matin, on va continuer. Là, on va à un autre code. C'est le code du travail qui encadre de plus en plus les comportements au travail, tout ce qui peut être violence et harcèlement sexuel et sexiste. Et maintenant, les violences liées au sexisme ordinaire sont elles aussi condamnées dans le code du travail. Alors c'est condamné, on va le dire tout de suite, une discrimination fondée sur le sexe est punie de 3 à 10 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d'amende. Donc le législateur a décidé de frapper fort. Il y a eu la première loi, qui était la loi Rebsamen en 2015, qui a condamné les propos sexistes au travail. Et la loi de 2018, dite la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, comporte un chapitre intitulé « Égalité de rémunération », puisque forcément, là, ça commence là, entre les femmes et les hommes, et lutte contre les violences sexuelles et agissements sexistes au travail. Donc c'est un vaste sujet, c'est un sujet qui doit vous intéresser parce que vous allez rentrer dans le monde professionnel. Certains sont peut-être déjà en stage, ont déjà rencontré ce que c'était que ce milieu, peut-être. Certains ont déjà eu des rapports un peu sexistes avec leurs supérieurs ou leurs collaborateurs. Le sexisme, on en parle ici en disant que c'est les femmes qui sont touchées. Il faut savoir que les stéréotypes liés au sexe touchent aussi les hommes. Un homme ne pleure pas, un homme est toujours fort, un homme ne part pas à 17h pour aller chercher ses enfants. C'est pareil. Donc c'est des choses qu'il faut savoir, sur lesquelles il faut pouvoir s'armer. Il faut savoir que votre employeur a une responsabilité pénale et une responsabilité aux yeux du Code du travail et des prud'hommes, et qu'il est dans l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme et prévenir les agissements VHSS, comme on l'a noté tout à l'heure. Donc l'employeur a une vraie responsabilité, ça surprend beaucoup. Certains ont monté une petite boîte, ils sont 3 et tout d'un coup ils se rendent compte que à partir du moment où il y a un salarié, il est responsable pénalement, et du coup ça se peut surprendre. Donc tout le monde a le droit, et chacun aussi a des devoirs, c'est-à-dire des devoirs en tant que témoin. Si jamais quelque chose se passe, on a tous un devoir d'agir et de porter la parole de la victime qui toujours ne peut pas forcément s'exprimer, en tout cas même si on ne parle pas en son nom, on peut les aider. Donc les mentalités évoluent. Vous avez aussi toutes les entreprises qui aujourd'hui avec la loi Pacte deviennent des entreprises à mission, des entreprises responsables. Elles revendiquent un rôle dans la société, elles revendiquent d'être là aussi comme des acteurs autres qu'économiques. Et on va voir comment ça change les choses, ou peut-être que ça accélère aussi la responsabilité que les entreprises ont par rapport à leurs salariés. Pour parler de ce projet, de ce problème, et de voir les solutions qui arrivent, peut-être aussi de voir les solutions qui existent déjà en entreprise, parce que les entreprises mettent en place des programmes. On est avec, alors je vais commencer avec vous Sabine, avec Sabine Luzenne-Suzanne, vous êtes directrice de la transformation et de la RSE chez Equance France. Vous êtes aussi vice-présidente de Elle Bouge, je pense que c'est une association notamment chez les ingénieurs que vous connaissez bien. Vous êtes diplômée de l'EPF et vous avez aussi un MBA en International Human Resources Management chez IGES. C'est ça. Après, nous avons Léa Ponce. Ça tombe bien, c'est dans l'ordre. Chargée de projet RSE, vous êtes chez Sopra Steria, vous êtes une jeune diplômée de Cage et vous aviez fait votre diplôme en RSE et développement durable. Nous avons aussi Ophélie Rick, vous êtes Supply Chain Academy Leader chez Stellantis. Vous êtes diplômée des arts et métiers et de l'IAE de Paris. Et enfin, nous avons Jennifer Semama Selander, alors vous venez en terrain conquis. Vous êtes diplômée de l'école de management de Léonard de Vinci. Et vous êtes aujourd'hui Private Banks et Distribution, Nordic Netherlands Sales chez BNP Paribas. Voilà. Bon, on va commencer avec vous. Du coup, travailler chez BNP Paribas,
C'est quel poste et comment vous avez choisi votre vie professionnelle? Parce qu'en fait, votre poste n'est pas anodin. Il n'y a pas beaucoup de femmes forcément qui ont fait votre choix. Et si vous voulez parler, vous allez entendre tirer votre masque. Vous m'entendez tous? Avec celui-là. Merci. Vous m'entendez mieux? Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir de revenir au pôle Léonard de Vinci. Ça fait bien 2 ans, du coup, que j'ai quitté le pôle. Donc ça me fait très plaisir d'être parmi vous. J'ai fini les Sylves et j'ai choisi de rentrer en salle de marché chez BNP Paribas. Je suis sales, donc je travaille aux côtés des structureurs et des traders pour vendre des produits structurés dans les banques privées et institutions financières aux Pays-Bas et aussi en Scandinavie. J'ai une double nationalité, donc c'est pour ça que je suis sur les Nordiques. C'est pas mal quand même. Vous avez choisi comment j'ai choisi? Donc, comme vous savez, à l'ESIL, vous avez la filière possible d'ingénierie financière que j'ai prise. Et j'ai pris une mineure de quantitative financière, il me semble. Pour certains, je ne sais pas si ça existe encore, ces options-là. Il faudra me rappeler. Mais donc j'ai pris ça et j'ai fait un stage du coup chez Natixis en 4e année. Et en 5e année, j'ai fait mon stage chez BNP. Les deux étaient en salle de marché en equity derivatives, donc pour les classes actions. Et ça a débouché directement vers un CDI avec un graduate programme. Un petit peu. Surtout en ce moment, si quelqu'un a le look sur les marchés, c'est un peu tendu. Je suis rentrée en 2020 où la période Covid a hit les marchés violemment et on se retrouve en guerre avec la Russie et c'est encore le même phénomène. C'est difficile, c'est intense et pas plus que lessive. C'est dur les Exactement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je travaille chez Soprasteria. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande entreprise de ce qu'on appelle les entreprises de services du numérique. Donc c'est des entreprises qui emploient des consultants qui vont travailler chez des clients pour des missions de conseil en informatique, d'ingénierie et de toutes sortes de missions de conseil. Donc majoritairement qui recrutent donc des ingénieurs et des étudiants en école de commerce. Et donc c'est un secteur qui est vu comme très masculin, mais pourtant aujourd'hui le secteur du numérique c'est un secteur qui touche l'ensemble de la société et qui a vraiment un rôle majeur dans la transformation de la société. Et donc mon rôle, moi en tant que chargée de projet RSE, donc à la responsabilité sociale, donc c'est de permettre l'ouverture sociale, économique de tout un ensemble de gens et de montrer que le numérique, c'est un secteur qui est ouvert à toutes, à tous, et qui n'est pas réservé ni à une certaine catégorie de personnes, ni seulement aux hommes, etc. Et donc, il nous semble impensable à l'heure actuelle de laisser sur le côté de la route 50% de la population. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'inclure les femmes, notamment, dans le secteur du numérique et dans la transformation numérique plus largement. Merci beaucoup. Ophélie, maintenant, vous êtes ingénieure. Oui, bonjour à tous. Spécialisée dans la supply chain dans le secteur automobile. Oui. Pour le coup, vous n'avez pas été nombreuses femmes dans ce secteur-là. Étonnamment, si. Dans le monde automobile, on a à peu près 25% de femmes, parce qu'on n'a pas que de l'industrie, de la technique, on a aussi du commerce, on a aussi de la compta, etc. Donc la moyenne est de 25%. Dans le monde de la supply chain, on est dans cette moyenne. Moi, je suis rentrée dans l'automobile par la logistique. J'ai eu l'opportunité de faire différents métiers.
de la production, de la qualité, de la gestion finance. À chaque fois, la proportion de femmes était différente. Et bon, voilà, c'est un pourcentage correct, je trouve, 25%. Vous avez choisi la logistique. Pourquoi la logistique au départ? Alors pourquoi la logistique? Parce que c'est un domaine qui est vraiment en mouvement perpétuel. On cherche sans arrêt à optimiser et c'est pour apprendre sans arrêt, pour progresser que je me suis lancée dans la logistique. Voilà, ça fait un lien à retrouver avec vous, Sabine, parce que vous avez commencé en ingénieur d'affaires, mais aussi dans l'automobile. Donc là, c'était pareil, un secteur. Vous avez attiré tout de suite pourquoi? Alors, quand j'étais petite, j'avais déjà envie de travailler dans le monde de l'industrie et je voulais faire des robots, je voulais tripatouiller des moteurs, donc la formation d'ingénieur était assez naturelle. Je n'avais pour autant pas de représentation très précise des métiers. L'automobile s'est ouverte à moi parce que c'était un secteur qui m'intéressait et qu'à l'époque aussi, il y avait eu pas mal d'emplois dans le domaine. Mais j'y suis rentrée au-delà des stages pendant les études dans un domaine que je ne soupçonnais pas encore existant en France, puisque c'était de la fonderie, donc pour créer pour concevoir et produire des pièces en aluminium à l'époque pour le monde de l'automobile. Et pour moi, la fonderie, ça existait dans des pays éloignés, un peu pauvres. J'associais ça aux mines. Et en fait, il y a encore un certain nombre de fonderies en France, à l'étranger aussi. Et à l'époque, je suis rentrée dans une entreprise de 10 000 personnes. Alors, il n'y avait pas 10 000 ingénieurs, mais nous n'étions que 3 femmes ingénieurs dans toute l'entreprise. Une chef de projet, une personne au bureau d'études et moi en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc, on était très vite repérés dans l'entreprise. Et par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, les petits noms. Je me rappelle très bien du directeur de production de l'usine de Châteauroux qui nous appelait toujours les pépettes. Alors, venant de lui, on savait bien que c'était pas méchant, mais c'était un peu agaçant, quoi. On avait beau être des filles de 25 ans, faisant à peu près toutes 1m55, 1m60, se faire appeler les pépettes dans le monde professionnel, c'était un petit peu irritant. Oui, j'imagine qu'il n'y avait pas de titre pour le masculin. Non. Mais on aurait pu, mais non. Parce que forcément, on n'est pas tous conscients de ce que ce sujet revêt comme réalité. De fait, alors, il y a une partie de communication, d'information, de sensibilisation et de formation. Toutes ces choses, graduellement, n'ont pas forcément les mêmes objets ni les mêmes impacts, mais tous sont utiles. Si, entre guillemets, on cherche à trouver des coupables sans expliquer de quoi on parle, d'où vient le souci, que c'est une responsabilité collective, etc., on ne fait pas beaucoup avancer. Et donc, c'est extrêmement important déjà de faire connaître le sujet, de quoi on parle, effectivement. De comprendre ce qu'est un stéréotype de genre, ce que sont les préjugés, où ils peuvent se nicher de manière directe et indirecte, les conséquences, parce qu'on a des conséquences directes. Je pense que vous demandez ce qu'est une discrimination, je pense que vous savez répondre. Vous posez la question de ce qu'est une discrimination indirecte, peut-être que vous serez un petit peu moins nombreux à lever le doigt, et pour autant les conséquences sont tout aussi néfastes que les conséquences directes. Et donc la formation a un vrai sens. Et nous formons depuis plus de 10 ans à la diversité au sens large, et puis sur des volets thématiques spécifiques, parce que les ressorts sont souvent toujours les mêmes, mais dès lors qu'on doit déconstruire des stéréotypes, il faut traiter la thématique à proprement parler pour pas faire d'amalgame et faire en sorte que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Après, la formation a quand même cette complexité que, par exemple, si vous voulez former en présentiel, en France, la loi du travail fait qu'une formation digne de ce nom reconnu se doit d'être présentielle, durer 7 heures minimum, etc. Aller mobiliser des managers qui vont accepter de mobiliser une journée entière pour mettre des salariés en formation sur ces sujets-là, ils sont quand même peu nombreux. Parce que vous mobilisez une journée de salaire sur ce sujet qui n'est pas avec un ROI immédiat, on a peu de personnes. Donc il faut changer de prisme. Et donc là-dessus, pour le coup, le digital est quand même un outil extraordinaire parce que ça permet de dématérialiser et de proposer des contenus d'information, de sensibilisation qui peuvent être consultés par les salariés à tout moment, dans le train, le RER, à la pause pipi, si à un moment donné vous avez envie de décrocher votre téléphone pour faire autre chose que de faire du Candy Crush par exemple. Et puis vous avez aussi possibilité via ces outils de proposer à des RH
à des managers, à des référents sexisme ou des référents diversité, d'utiliser ces outils non pas pour eux-mêmes, mais en outil d'animation pour porter à des personnes plus largement. Donc, sur le plan de la formation, c'est vrai que pour moi, en tout cas, l'arrivée du digital a été une vraie bouffée d'oxygène pour démultiplier les actions et permettre une forme de démocratisation d'accès à l'information et de se détacher de cette obligation de formation présentielle comme très contraignante. Il y a peut-être un point de complément par rapport aux formations. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que le contexte Covid a accéléré la digitalisation des formations. Et nous, pour notre part, on avait un dispositif de formation pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Parce qu'un agissement sexiste peut se transformer en harcèlement sexuel. Et on est passé une formation d'une journée en présentiel à 2h30 de classe virtuelle avec les mêmes contenus quasiment qui sont transmis. En tant qu'entreprise, cette question du harcèlement, c'est quelque chose de vraiment important parce que l'employeur est responsable de ce qui se passe au sein de son entreprise et donc, il est vraiment primordial de donner les clés aux collaborateurs et aux managers, bien sûr, pour pouvoir identifier des situations de harcèlement sexuel ou de sexisme ou de RPS, ce qui sont les risques psychosociaux. Donc, c'est le harcèlement sexuel, mais aussi tous les risques liés, par exemple, qui peuvent entraîner du burn-out, du harcèlement moral, etc. Les managers et les collaborateurs ont un rôle, tout le monde a un rôle sur ce sujet-là pour être en mesure de détecter les situations, d'avoir les clés pour savoir quoi faire, donc agir et éviter qu'elle n'arrive. Donc il y a vraiment différents volets et c'est ce qu'on s'efforce de partager aux collaborateurs lors de ces sessions de formation qui sont vraiment très importantes avec des mises en situation concrètes. Je suis témoin parce qu'on pense souvent qu'il y a la victime et la personne qui harcèle, mais il y a aussi, et ce qui est le plus grand nombre en fait, des personnes qui vont être témoins, qui ne sont pas forcément concernées directement, mais qui assistent, voilà ce que vous disiez tout à l'heure, une petite remarque par-ci par-là, des paroles qui sont déplacées. Et c'est tout aussi important que ces personnes-là aient les clés pour agir et savoir vers qui se tourner. Nous, chez Soprasteria, on a des référents harcèlement sexuel, on a tout un écosystème d'acteurs dits de la prévention qui sont à l'écoute des collaborateurs. On a une cellule d'écoute qui est anonyme, qui est confidentielle. Si les personnes n'ont pas envie d'aller faire appel à leur management ou d'être reconnues comme la personne ayant prévenu, etc. Donc il y a vraiment tout un ensemble d'outils qui sont à la disposition des collaborateurs, mais pour qu'ils soient efficaces, il faut que les personnes soient déjà informées de leur existence et puis sachent comment les utiliser et que faire en cas de situations telles que celles qu'on décrit. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de primordial, je pense. Célie, pour voir un peu votre regard, on voit il y a la loi Rebsamen 2015, il y a les entreprises qui forment en interne, il y a des réseaux qui existent et qui se mettent de plus en plus en place. Vous avez vu une évolution, vous, tout au long de votre carrière, sur le traitement du sexisme? Oui. Déjà, la parole s'est libérée. On en parle, on communique dessus. Pareil pour vous, hein, on a donc régulièrement de la communication, de la formation, des petits tips, des petites vidéos qui nous permettent de prendre conscience de ce qu'est le sexisme ordinaire en entreprise. On a également une hotline pour pouvoir appeler si jamais on est témoin ou victime de ce genre de cas. Et on voit un changement de mentalité où les gens sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe. Et signe fort, vous n'êtes pas sans savoir que PSA et Fiat ont fusionné. Et au niveau de la nouvelle organisation, l'entité qui avant était uniquement axée sur le learning, sur la formation, maintenant s'appelle Learning et Diversité, pour pouvoir intégrer toute cette notion de diversité, aussi bien sur le genre que sur la couleur de peau, etc. Mais c'est devenu quelque chose de vraiment important pour l'entreprise. Il y a une vraie évolution des mentalités. J'imagine que les RH sont au premier poste pour changer ça. Jennifer, quand vous êtes arrivée chez BMW, vous avez senti ça? Enfin, on vous a expliqué toutes les missions qui étaient mises en place. Vous avez senti que vous étiez dans un univers où une entreprise avait envie de changer ça?
Oui, j'ai pas eu besoin de demander beaucoup vu qu'on nous a donné des formations en fait obligatoires dès le début. Donc très pratique pour justement libérer cette parole qui me semblait d'une banalité pour moi qui arrive dans cette génération où on a tendance à vouloir lever le poing et lever la voix, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais effectivement, BNP a mis en place des formations qu'on a régulièrement pour justement expliquer comment faire dans certaines situations où on se retrouverait, quels sont les bons gestes à avoir quand on se retrouve dans telle ou telle situation. Et on a des rappels assez régulièrement durant l'année. Je pense que ça arrive d'une manière trimestrielle. Donc c'est vraiment très important pour BNP que tous les employés se sentent à l'aise dans leur poste et qu'ils ne se sentent pas jugés s'ils doivent un jour parler d'un problème qu'il pourrait y avoir dans leur milieu. Alors moi j'ai juste une question avant de vous passer la parole à tous. On a parlé des réseaux. Vous faites partie, vous êtes vice-présidente de Elle Bouge, vous faites partie de Women in Global Market. C'est important de mettre en place des réseaux dans une entreprise pour éviter qu'on soit les clichés. Des réseaux peut-être oui. Je pense que la question, oui à l'unanimité. Women in Global Market, donc il y a un réseau plus grand au sein de BNP. Celui de Global Markets qui est vraiment concentré pour la salle de marché, comme je vous l'ai dit, il est vraiment tout nouveau et c'est à quel point il est important. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui sont présentes en salle de marché. Ça commence, mais doucement, et il y a encore donc, plein de problèmes malheureusement à régler, et ceux-là se font autour d'une table tous les mois. Donc on est une vingtaine de collègues à parler des problèmes qu'on pourrait avoir au quotidien. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit en tant que jeunes quand on voit effectivement qu'il y a moins de femmes managers par rapport aux hommes? Est-ce que les femmes enceintes ont le droit au même bonus quand l'année d'après va arriver? C'est des questions qu'on soulève et qui sont très importantes, d'où l'importance de ces réseaux. Oui. Alors nous, on a créé un réseau des femmes au sein de PSA en 2010. Et depuis, on a vu énormément les mentalités évoluer. Ce réseau, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de rendre les femmes visibles. Et pour ça, on s'est appuyé sur des sujets vraiment business pour montrer que les femmes avaient aussi un avis business très intéressant. Et je vous donne un exemple. Jusqu'à présent, dans le planning de développement d'un véhicule, il y a différents jalons, on fixe le style du véhicule, on va valider en statique la maquette, ensuite on va valider en dynamique, on fait des essais, etc. Et dans les équipes projet, c'était 98-99% d'hommes. Donc la femme avait très très peu son avis à donner. Et depuis 5 ans maintenant, on a des groupes de femmes qui donnent leur avis à différents jalons du projet, sur le style, sur la maquette statique, en dynamique aussi. Et ça a permis d'apporter des modifications qui étaient bénéfiques pour la voiture. Par exemple, sur la 3008, on avait un souci de cale à talons. C'est la petite cale qui est en dessous de la pédale d'accélérateur. Et quand on conduit avec des talons, parce que bien sûr on fait des essais habillés en fille, avec des talons, etc., on s'est rendu compte que le talon pouvait se coincer, et donc avec un risque de sécurité. Et donc ça a permis, le fait d'intégrer les femmes dans ce genre de projet, ça a permis de régler un problème sécurité qui aurait pu advenir avec un client. Oui. Effectivement, tout ce qu'il y a aussi dans le sexisme embarqué, on peut dire, c'est aussi tous les produits qui sont conçus pour les hommes. Par les hommes et pour les hommes, pour se faire plaisir. Il y a ça, et puis après, juste que, par exemple, les médicaments, on se rend compte que généralement, on teste les médicaments sur des hommes et que c'est pas les mêmes effets sur les femmes. Il y avait la fameuse ceinture de sécurité qui fonctionnait très bien si on était un homme de 80 kg, beaucoup moins si j'étais une femme plus petite. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont aussi liées à une forme de sexisme, en tout cas une vision du monde qui n'est pas adaptée à tout le monde. Oui. Donc pour ce réseau, ces questions de réseau, une petite digression, mais là.
Oui, alors juste ce que vous venez de dire me fait penser à un autre élément avant de parler des différents réseaux chez Sopra Steria. C'est la question de justement des données et du fait que le sexisme se retrouve aussi dans les technologies et notamment dans les technologies de l'intelligence artificielle. Et donc nous, en tant qu'entreprise du numérique, on a un rôle assez clé dans ce secteur-là. Et si on se rend compte que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est absolument partout, que ce soit dans les processus de recrutement, vraiment, elle est vraiment très présente dans notre vie quotidienne, on se rend compte que les données qui sont injectées dans ce qu'on appelle les machine learning, donc ce dispositif qui permet comment le dire clairement attendez de donner des prédictions et de faire des schémas en fonction des données qui sont injectées dans la machine. Si ces données sont uniquement des données qui sont liées à des hommes blancs, on se rend bien compte qu'à la fin, le résultat que va donner l'intelligence artificielle sera biaisé. Et c'est également lié au fait que parmi les équipes qui conçoivent ces technologies, elles sont constituées à très grande majorité par des hommes. Et donc l'enjeu pour rendre ces technologies de l'IA moins sexistes, c'est de diversifier le panel des données qui les composent et également de diversifier les équipes, donc d'intégrer plus de femmes ingénieurs, plus de data scientists. Et pour revenir du coup à la question des réseaux, en France, dans notre groupe, on a un réseau qui s'appelle Passerelle, qui est très actif sur l'ensemble du territoire, qui a été créé, je crois, en 2015. Et donc aujourd'hui, ce sont plus de 400 ambassadeurs et ambassadrices. C'est un réseau mixte. On a vraiment à cœur d'inclure les hommes dans la démarche et de ne pas seulement régler l'égalité femmes-hommes entre femmes. Et donc ce sont ces 400 collaborateurs qui mènent des actions de terrain, donc en proximité, donc à l'endroit où ils habitent. Ils vont au contact des étudiants, des étudiantes dans les écoles, dans les universités, un peu comme on fait là, mais pas que. Ils vont également organiser des conférences, conférences notamment sur des thématiques business avec certains de nos clients. Et l'objectif, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de mettre ces femmes en visibilité et donc bien sûr d'attirer plus de femmes vers nos métiers et à tous les niveaux de l'entreprise, parce qu'il y a bien sûr la problématique du fait qu'il y a peu de femmes dans le secteur du numérique, mais quand on monte dans les échelons, il y a encore moins de femmes. Donc à la fin, on arrive à un résultat assez... un peu seul. Oui, effarant. Et donc ces réseaux ont vraiment un rôle primordial, mais il y en a en France, mais il y en a également en Inde, en Allemagne, au Royaume-Uni, et dans chaque pays où il y a un réseau, ce réseau agit vraiment en local en fonction des spécificités des pays, de la culture, pour répondre aux problématiques que rencontrent ces femmes à l'échelle du pays. Et on se rend compte de l'efficacité de ces réseaux, puisque pendant l'année de Covid, où il n'y a eu quasiment aucune action école qui a été menée, les résultats en termes de recrutement de femmes, et notamment des jeunes femmes, jeunes diplômées, ont été sans appel. On a perdu plusieurs points de recrutement. Et donc on se rend vraiment compte de la nécessité, même plus que de l'importance, vraiment l'aspect fondamental d'avoir ces femmes et ces hommes qui vont inspirer les jeunes générations, susciter des vocations, faire ce qu'on appelle être des rôles modèles, qui vont donc raconter leur parcours, expliquer les leviers et les freins qui les ont conduits à arriver au poste ou à la situation dans laquelle elles sont. Et donc nos collaborateurs travaillent avec beaucoup d'associations en local, notamment Elles Bougent, Femmes Ingénieurs, etc. Donc des associations qui sont sur l'ensemble du territoire et qui ont des relais en local et pour agir vraiment au plus près du terrain. L'objectif, c'est d'avoir des personnes qui agissent dans leur périmètre, entre guillemets, et qui peuvent vraiment cibler les personnes et toucher les étudiants et les étudiantes, notamment, vraiment dans leur univers. Je voudrais revenir sur une question, c'est-à-dire que dès qu'on baisse la garde, le sexisme revient ? Malheureusement, oui. Chasser le naturel, et il revient au galop. Le fait est, on voit que par exemple, Elles Bougent, ça fait 16 ans que ça existe. Les initiatives, on ne les compte plus, et les jeunes filles, on les compte par milliers. Et pour autant, le taux de femmes dans les écoles d'ingénieurs ne progresse pas.
Et donc, c'est pas qu'elle bouge n'est pas efficace. C'est que si on ne faisait pas elle bouge, le taux de filles dans les écoles baisserait. Parce qu'il y a vraiment un poids très fort de stéréotypes encore aujourd'hui sur les métiers, sur le rôle de la femme dans le foyer, sur la présentation de la projection du temps à consacrer à la carrière. Vous parliez tout à l'heure des stéréotypes qui pèsent aussi sur les hommes, et le fait est, il y en a. Le fait est, aujourd'hui, c'est très mal vu dans la société si un homme gagne moins que sa compagne, par exemple. Donc c'est un poids sur les épaules de l'homme, qui n'a peut-être pas envie de s'investir autant que ça dans sa carrière professionnelle. Et c'est un droit fondamental. Et c'est aussi un poids pour la femme qui se dit, bah, finalement, j'ai une promotion, mais je vais gagner plus que monsieur. Qu'est-ce qu'il va penser? Je vais le rabaisser. Voilà. Bon. C'est toutes ces questions-là. Et c'est pas neutre. Parce que, alors je vais pas vous faire le coup du papa ours qui lit son journal dans le fauteuil pendant que maman ours fait la vaisselle, mais c'est encore un peu le cas dans les livres pour enfants. C'est quand même avec ça qu'on nous nourrit depuis qu'on est tout petit. Et c'est même s'il y a beaucoup de progrès dans les médias, dans la publicité, parce que on en voit tous et on en voit encore, mais il y en a quand même beaucoup moins, parce que les agences de communication se sont quand même pris de sacrés retours de bâton à continuer à faire des promotions publicitaires qui étaient juste dantesques. Hein. Regardez les pubs à l'approche de la Saint-Valentin, de la fête des mères ou de Noël, je vous assure que c'est à hurler, hein, tant pour les garçons que pour les filles. Je vous assure que ce n'est pas une bonne idée d'offrir une machine à café à madame, ni une tondeuse à monsieur. Ce n'est pas un joli cadeau. Non, c'est un cadeau utilitaire, pas un cadeau. Donc voilà, c'est encore ce genre de choses qu'on a. Donc par pitié, prenez une conscience collective que ce ne sont pas des cadeaux. Ce sont des objets utilitaires pour tout le monde. Donc oui, les stéréotypes sont très forts. Les stéréotypes ont un poids et nécessitent d'être travaillés sur le long cours. Et dès qu'on relâche, c'est comme l'élastique qu'on relâche, on repart en arrière. Donc il faut vraiment maintenir les efforts dans la durée. Donc bah, c'est nous, c'est vous, c'est vous. Ce seront plus tard peut-être vos enfants. Ça sera jamais gagné. Donc il faut que tout le monde ait conscience, on l'a dit tout à l'heure, qu'on a tous un rôle à jouer. En tant que témoin, en tant qu'acteur, en tant qu'actrice. Et vous parliez des réseaux tout à l'heure. Le fait est, alors des réseaux mixtes, des réseaux non mixtes, je pense que les deux ont leur utilité. Les réseaux mixtes, ça a l'intérêt de ne pas stigmatiser les hommes du sujet et de les inclure. Et par l'échange, on apprend beaucoup les uns des autres. Les réseaux non mixtes, en l'occurrence les réseaux de femmes, ont aussi leur intérêt et ils ne sont pas à négliger parce qu'il y a beaucoup ce phénomène d'autocensure chez les hommes et chez les femmes. Et de pouvoir être entre soi, ça limite ce phénomène d'autocensure. On voit que les femmes s'expriment plus facilement avec d'autres femmes. Et quand un homme est autour de la table, il en suffit d'un. Souvent les paroles se taisent. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, aborder des sujets un peu délicat, les augmentations salariales, l'évolution, la grossesse, les retours de congé maternité, les préjugés, les discriminations, les blagues qu'on peut entendre qui font rire pas grand monde. C'est pas toujours évident d'en parler en public et de se dire qu'au moins on est entre femmes, peut-être qu'on peut s'autoriser un peu plus à. C'est important et on le voit avec Elle bouge de la même manière. Quand on a des classes où des proviseurs ou des professeurs refusent de n'envoyer dans ces rencontres que les filles, par souci de non-discrimination positive, et on voit des classes mixtes, eh bien les filles ne prennent pas la parole. Mais c'est systématique. Et il faut le voir pour le comprendre. Et donc systématiquement on insiste et on refuse les visites où les garçons sont invités comme les filles. Ok, on prend le risque d'être taxé de discrimination positive à l'égard des filles, mais on sait par expérience qu'à chaque fois, les filles ne lèvent pas la main, alors quand elles viennent seules, c'est une apothéose d'intérêt, de mains levées, de d'yeux qui pétillent, de projections, et on voit d'un seul coup qu'il y a le champ des possibles qui s'ouvre à elles, parce que d'un seul coup, elles découvrent des métiers qu'elles n'imaginaient pas 2 secondes avant, et qu'elles se disent que peut-être c'est possible pour elles aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel, donc il faut parfois s'autoriser quelques entorses, accepter que tout le monde n'apprécie pas, mais pour autant, ça fait progresser, ça c'est certain. En tout cas, on voit le monde du travail est en train de bouger. Moi, j'avais une question pour vous qui êtes étudiant. Est-ce que le sexisme dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui vous inquiète? C'est quelque chose dont vous avez connaissance? Je ne posais pas encore la question. Je sais pas, quelqu'un...
Vous faites quelle école? Alors oui, pour le coup, juste prendre l'exemple de l'ESSIF par exemple, on se rend compte que, enfin, je peux comprendre qu'en termes de proportion de femmes et d'hommes, aujourd'hui on est à entre 20 et 30%. Et est-ce que ce rôle aussi, que dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, il y a une inégalité, jouerait en fait sur, après la suite, au sein des postes de direction ou autres, il n'y a pas en fait assez de présence de femmes et d'hommes, enfin de femmes par rapport aux hommes, et qui accentuerait les inégalités. Alors, je ne vais pas dire que ça accentue, mais c'est évident. C'est certain que les entreprises ne peuvent pas créer des femmes qui n'existent pas sur le marché. Donc si on ne les trouve pas dans les écoles, on va bien avoir du mal à les trouver sur le marché de l'emploi. D'où l'association Elle Bouge, qui va chercher les collégiennes et les lycéennes pour essayer de les mobiliser avant les choix d'orientation pour qu'elles soient plus nombreuses à oser se projeter. Ça ne veut pas dire piquer la place des garçons pour qu'ils soient moins nombreux plus tard. Ça veut dire augmenter les chances pour les filles d'avoir des métiers où elles auront des emplois, des carrières, des rémunérations comme les autres. Donc c'est pas agir pour les filles à l'encontre des garçons, ça c'est certain. Mais le fait est que s'il n'y a pas plus de filles dans les études, bah, mathématiquement, on ne va pas faire de la génération spontanée. Ça, enfin, sauf si vous avez un projet d'étudiant, allez-y, mais je ne pense pas qu'on peut y arriver. Donc, vraiment, ça, c'est essentiel. Donc, et pour autant, ça n'est pas dire que les écoles font de la discrimination à l'entrée. C'est bien ce problème de vivier dès le collège et le lycée, dès les choix des options, dès les choix de troisième, dès les choix en seconde, en première et en terminale, sur les options que vous allez prendre, sur les concours que vous allez passer, alors avec Parcoursup, etc., on va retrouver, alors que les filles sont au même niveau, voire meilleures à l'école que les garçons jusqu'en terminale, elles vont bouder les écoles d'ingénieurs. Parce qu'elles vont trouver que le monde de l'industrie est sale, parce que le monde de l'industrie est pénible, alors qu'elles ne connaissent pas les métiers. Moi, ce qui me fait bouillir, c'est que j'entends des jeunes filles me dire « Oui, mais moi, je voudrais être infirmière, et vos métiers, ils sont pénibles. » Le métier d'infirmière, c'est le métier le plus pénible. Une infirmière tourne et retourne des corps toute la journée, en moyenne 65 kilos par corps. Il n'y a pas un métier aujourd'hui où le poids à porter par un homme ou par une femme est supérieur à cela. Donc en termes de pénibilité sur le port de charge, le métier d'infirmière, c'est le pire. Et pourtant, on dit aux filles, faites infirmière. Et on occulte complètement cette dimension-là. Exemple. C'est pas tant une question, c'est surtout que j'ai d'autres exemples sur ce même sujet. Que moi, pendant 7 ans, j'ai été dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Vous étiez peut-être là en 2016 parce qu'il y avait une délégation à ce moment-là pour obtenir ça, mais je m'en souviens très très bien. C'était très émouvant d'ailleurs. Merci. Mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert donc l'association et c'est la première fois, c'est pas la première fois, mais sur les 7 ans que j'ai pu passer dans ces écoles-là, qui sont des écoles uniquement de filles, je tiens à le préciser, donc on n'est que des filles, on est en uniforme, c'est une école qui vante l'aspect égalitaire de tous les élèves. Il n'empêche que, au lycée de la Légion d'honneur, les classes post-bac sont des classes littéraires ou un BTS de commerce. Il n'y a pas de classe préparatoire à la Légion d'honneur scientifique. Et pourtant, c'est une école qui se dit ouvrir les possibles, qui dit vouloir le meilleur pour les élèves, oui, mais il n'y a pas de classe scientifique. Et il n'y aurait pas eu Elle Bouge, il n'y aurait pas eu l'invitation de Claudie Aigneret, que certains connaissent peut-être, mais qui était une grande fan, qui a également agi à ce sens-là. Il n'y aurait pas eu l'invitation de cette femme à une des cérémonies de la Légion, qui sont des très rares interventions où il y a eu des femmes dans le domaine scientifique. Je ne serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ICI, donc l'école d'ingénieur. Merci à Elle Bouge. Bah, merci de votre témoignage. Mais c'est vrai que même dans les écoles où on nous dit parfois qu'on est sur un pied d'égalité, quand on nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut, bah, si on veut continuer à la Légion d'honneur, on ne peut pas être scientifique, malheureusement, après le bac. D'où l'intérêt. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je ne vais pas prendre le micro seul, mais l'importance du témoignage, l'importance de la rencontre. On peut en parler, on peut écrire des livres, on peut faire des films. Quand on est 2 êtres humains, alors ça va vous paraître très con, hein, mais les fourmis, on parle des phéromones. Je pense que dans les êtres humains, il y a exactement les mêmes choses. Quand on se parle en face à face, quand on se regarde dans les yeux,
Il y a des choses qui se transmettent qui ne sont pas du PowerPoint, qui ne sont pas du papier, qui relèvent de l'émotion et de la sincérité. Et ça change tout. Quand vous avez des entreprises qui viennent dans vos amphis vous faire des présentations, alors on fait partie de toutes ces entreprises, voilà, mais qui vous parlent du chiffre d'affaires, du nombre d'implantations à l'international, blabli, blabla, de la belle musique, machin truc muche, ok. Mais grosso modo, on a toutes les mêmes présentations, à peu près toute la même musique, bon, à peu près tout le même nombre de slides. Quand on est sur des témoignages de vérité, de sincérité, où vous nous dites très exactement ce que vous avez vécu, où moi je peux vous parler de comment d'un coup d'un seul, j'ai eu ce choix aussi, alors que c'était absolument pas prévu dans mon schéma familial. D'un seul coup, ça fait tilt. C'est quelqu'un qui un jour vous dit quelque chose et qui d'un seul coup vous fait « Ah mais oui ». Moi, c'est mon proviseur qui, en terminale, m'a tapé sur l'épaule dans la cour de récréation de mon lycée pour me dire « On a la chance d'accueillir, à l'époque, on n'avait pas tous ces concours comme aujourd'hui, d'accueillir un concours pour les écoles d'ingénieurs. Je compte sur toi, tu vas pouvoir le faire. » J'en avais jamais entendu parler de ma vie. S'il ne m'avait pas fait ça ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui, dans cette situation. Donc c'est très concrètement tous ces petits moments où vous pouvez tous, par votre témoignage, par votre prise de conscience de ces sujets, être déterminants dans l'avenir d'une personne à vos côtés. Ça c'est vraiment, vous pouvez tous être des super-héros et des super-héroïnes dès maintenant, parce que vous êtes conscients de ces messages, de ces stéréotypes, et vous pouvez agir pour les contrecarrer. C'est essentiel. Merci beaucoup pour ce témoignage. Toujours réel dans le monde du travail, où après on peut effectivement devenir mentor, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de mentorat. Je ne sais pas si, Ophélie, vous avez quelque chose à dire sur le mentorat? Alors moi j'ai quelque chose à dire sur le mentorat, également sur les rôles modèles, qui sont vraiment importants pour nous. Alors chez BSA, maintenant c'est Lantis, on a développé cette notion de mentorat pour accompagner les femmes, parce qu'on privilégie quand même un peu les femmes hein, sur cet exercice-là, pour accompagner les femmes dans la prise de conscience qu'elles sont capables de faire. Alors, après, le mentor peut être un homme ou une femme, mais ce qui est important, c'est que il y a du potentiel en chacun, et ce mentorat a aidé énormément de femmes à progresser parce qu'elles ont pris conscience qu'elles étaient capables, elles ont pris conscience qu'elles pouvaient oser, qu'il ne fallait pas attendre bien sagement dans un coin qu'on vienne nous chercher. Et ça a été vraiment très très bénéfique. Et la deuxième chose qu'on développe, notamment via le réseau des femmes, c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. C'est la communication autour de la réussite de certaines femmes qui viennent témoigner. Et ça permet aussi de s'identifier et de se rendre compte que oui, c'est possible. Et que même moi, même ma collègue est capable de progresser, de prendre des responsabilités, parce que d'autres l'ont déjà fait avant elle. Et ça rassure, en fait. Ça permet d'oser. Tout au long de la vie professionnelle, continuer comme ça à avoir des figures qu'on peut regarder. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas tout à fait. Oui. Bonjour, moi je suis Theodora Rouillère, BNP Paribas RH Group. Bon, est-ce que vous entendez? Moi je suis BNP Paribas RH Group. Et c'est très important ce que viennent de dire ces dames. Donc oui, pour le rôle modèle, absolument, c'est très important. Et tout au long d'une... C'est pas seulement une carrière, c'est de l'éducation, absolument, et ça commence dès l'école. Ça peut être simplement une professeure ou un professeur qui vous a conseillé, parce que c'est très important que vous soyez aussi nombreux, les garçons, aujourd'hui. Ça passe aussi par vous. Et puis, nous aussi, chez BNP Paribas, on fait du mentorat. Donc, par entité, on a des actions différentes. Hein, et on travaille beaucoup là-dessus. Et les rôles modèles, donc... nos ambassadrices qui interviennent pour expliquer que leur métier, c'est pas impossible pour les filles, surtout dans les écoles d'ingénieurs, hein, parce que comme vous le disiez, souvent on connaît mal les métiers. Et donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour ce que vous avez dit. J'en rejoins tout ça aussi chez Est-ce qu'il y avait vous n'avez pas des questions? Il y a 4 femmes là qui sont présentes et qui peuvent vous expliquer comment est-ce qu'elles ont lutté aussi contre le sexisme. J'emploie le mot lutter parce que je pense que c'est à certains différents niveaux. Bonjour à tous, j'ai une petite question par rapport aux femmes et le sexisme. Est-ce qu'il est plus fort en sortant de l'école, en arrivant en entreprise? Ou est-ce qu'il est,
plus fort après l'école, quoi. Parce qu'en gros, ce que je pense là, c'est dans ma tête, il est plus fort en arrivant en entreprise parce que il y a peut-être plus d'anciens qui n'ont pas eu cette éducation comme nous on est en train d'avoir. Et du coup, ça fait que avec les générations qui vont avancer, j'espère, en tout cas, qu'avec ce que vous faites actuellement, ça va augmenter la sensibilisation et améliorer tout ça sur le long terme. En fait, tu as un peu donné la réponse dans la question. En effet, le sexisme, on le rencontre de moins en moins dans les jeunes générations. C'est quelque chose qui est un peu plus prégnant dans notre génération, dans la génération des je veux dire 68 arts presque un peu paternalistes et qui ont tendance à ne pas voir les conséquences de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent exprimer en termes de propos qui peuvent être considérés comme sexistes. Jennifer, peut-être, juste vous qui venez juste de 2 ans, c'est pas beaucoup, vous témoignez à la fois pour la nouvelle génération et... Ouais, c'est vrai, 2 ans, ça fait pas beaucoup. Et effectivement, j'avais cette même crainte, parce que pour moi, à l'école, de compter sur les doigts de la main dans un amphithéâtre le nombre de filles qu'il y a, ça peut faire peur de se dire que ça va être rebelote. La même chose quand je vais arriver dans mon milieu professionnel. Mais en fait, la vérité, c'est que la génération qu'on est aujourd'hui, elle est bien plus forte, charismatique, et elle sait parler des soucis qu'il y a aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on est face à vous pour vous inciter à faire des métiers plus poussés auxquels vous n'auriez pas forcément pensé que vous aviez accès ou les capacités. C'est faux. Vous avez toutes les capacités. Il faut juste croire en vous. Et en fait, c'est très simple. Si vous faites le job aussi de votre côté, d'aller influencer les générations qui vont venir aussi dans ces écoles, alors là, on sera gagnant et la question que tu viens de poser ne se posera plus. Merci beaucoup. Laisse la parole. Déjà, je voudrais remercier pour la question. Je voudrais juste apporter peut-être un éclairage. Il y a le sexisme, en tout cas les personnes qui sont aujourd'hui encore acteurs de sexisme. Entre les propos sexistes et les agissements sexistes, il y a tout un panel, hein, heureusement. Mais quelle que soit la graduation des actes et des faits, qu'on soit cadre sup ou ouvrier, ça existe partout. Au siège social ou sur chantier, ça existe partout. Et je suis un peu moins optimiste que vous sur la question de l'âge. On sait que à l'école, il peut y avoir des propos sexistes. Je ne dis pas que vous êtes tous au même niveau, évidemment, mais la question de la génération, de votre génération, pour moi, c'est un petit peu se cacher, fermer les yeux, que de se dire que grâce à vous, c'est gagné. Et en l'occurrence, on en parlait à l'arrivée au pôle Léonard de Vinci tout à l'heure. Désolée de revenir sur ce sujet, mais la maternité et l'arrivée des enfants fait découvrir beaucoup de choses aux jeunes parents. La charge, qui va s'occuper des enfants le matin, le soir, abandonner sa réunion parce que la crèche a appelé, parce qu'il y a l'enfant à 40 degrés. Et là, d'un coup d'un seul, l'égalité des sexes dans le couple est assez mise à mal. Donc, ça n'est pas partout pareil, mais c'est malheureusement encore vrai assez souvent. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir si ça va bien se passer ou pas. Alors, évidemment, ce sont des sujets que vous pouvez aborder en couple chez vous, parce que plus vous vous mettez tôt d'accord, plus vous aurez possibilité de ne pas avoir de mauvaises surprises le moment venu. Mais je ne vous dis pas de vous transformer en agence matrimoniale pour aborder ce sujet-là, mais toutefois, il y a quand même un sacré gap quand ce sujet de la maternité arrive au niveau des couples, au niveau des individus. Et de fait, ce qui vous paraît gagné aujourd'hui ne le sera peut-être pas ou plus dans quelques années. Donc attention. La vigilance toujours, de toute façon sur cette question de couple, qui est aussi un fondement à une carrière professionnelle. Il est vrai qu'il faut se mettre d'accord. Il y avait une étude d'Harvard qui était assez amusante, qui disait Harvard, en gros, à la fin, il y a 50-50 qui sont 50% d'hommes, 50% de femmes qui sont diplômés. Force est de constater que 10 ans plus tard, à la tête des grandes entreprises, c'est que les hommes.
Et donc ils avaient fait une étude comme ça sur leurs anciens et ils avaient remarqué que, bah, évidemment, à la question de la maternité ou à la question de qui suit le conjoint à un moment, c'était toujours... En fait, il était communément admis par l'homme que forcément c'est lui qui allait prendre les décisions concernant ce couple. Et donc les femmes se mettaient en retrait et attendaient donc des maternités qui passaient, reprenaient des postes un petit peu plus tard. Alors on a plusieurs, donc je propose, je vais faire mademoiselle, après chez vous, et j'avais vu un jeune homme, vous je crois. Est-ce qu'une des solutions aujourd'hui, ce serait pas de faire en sorte de pousser le gouvernement à mettre le même nombre de jours de congé paternité que de congé maternité pour justement remédier à ce problème à la source, on va dire directement? C'est ce qui a déjà commencé à être fait en prolongeant justement le congé paternité. Mais il y a encore du chemin. Peut-être obligé le congé paternité, non? C'est une autre question. Du coup, moi, c'était pas vraiment pour poser une question, mais c'était plus pour partager quelque chose. C'est le fait qu'aujourd'hui, vous êtes tous des ingénieurs et que vous êtes venus pour nous parler de tout ça. Mais c'est pas du tout que dans ce milieu-là. Et enfin, nous, on le connaît depuis longtemps parce que ma mère m'en a beaucoup parlé, notamment à cause de la maternité. Le fait que les gens veulent que vous reveniez super vite au travail alors que votre corps, en fait, il n'est pas du tout prêt à ça. Et que les gens n'en ont pas du tout conscience. Et qu'aujourd'hui, ça continue encore. J'ai une sœur qui a 25 ans et qui vient d'avoir son premier CDI après ses études. Et il y a un homme qui est rentré au même poste qu'elle, qui a le même âge et qui a un salaire plus élevé. Alors, grand sujet de l'égalité salariale à la sortie des écoles. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez regarder encore dans le genre de messages et contre-messages qu'on ne voit pas forcément. Il y a encore pas mal d'écoles qui, quand elles publient le résultat des niveaux de rémunération de leurs étudiants, n'ont aucun problème à afficher que les jeunes filles, les étudiantes, n'ont pas le même niveau de rémunération que les garçons. Et ça ne pose aucun problème. C'est acté que nos étudiants ont en moyenne un niveau de rémunération de temps et nos étudiantes ont en moyenne un niveau de rémunération de temps. Donc ça déjà, pourquoi? Donc généralement, on vous dit qu'il y a une fourchette. Et généralement, les garçons, ils demandent le haut de la fourchette, voire plus, et les filles, elles demandent le bas de la fourchette, voire moins. Parce que comme ça, j'aurais peut-être un peu plus de chances d'avoir le job. Bah, vous visez au-dessus de la fourchette, et au pire, vous vous retrouverez dans la fourchette. Mais ne demandez pas le bas de la fourchette, par pitié. Vous valez ce que vous valez. Et si vous êtes trop cher, l'entreprise vous le dira. Parce que l'entreprise va vous dire, ah bah, vous m'avez demandé 25, je vous donne 25. Hein. Mais en creux, vous m'auriez demandé 35, je vous aurais donné 35. Ou vous m'auriez donné 40, j'aurais donné 40. Allez, il y a des fourchettes, demandez là-haut. Je vais avoir un témoignage de Léa. En fait, moi, je voudrais savoir comment est-ce que ça s'est passé pour vous quand vous êtes rentré en entreprise. Alors, je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour aller dans ce sens-là. Il faut vraiment croire en ses compétences et il faut oser aller demander un salaire qui peut nous paraître à première vue élevé et aller au-delà de on va se dire que je demande trop, donc on va me mettre sur le côté de la course. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous renseigner sur les salaires qu'obtiennent des personnes qui ont les mêmes expériences, les mêmes rôles que vous. Vous pouvez aller sur LinkedIn, demander à des personnes qui ont fait les mêmes métiers. Enfin, il y a vraiment tout un nombre d'outils à votre disposition pour avoir une vue assez précise de combien vous pouvez prétendre, et c'est vraiment fondamental de ne pas se laisser de ne pas avoir peur de dire je veux tel salaire et voilà, j'ai fait ce parcours-là et j'estime que je mérite tel salaire. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je me souviens quand j'étais en stage, alors j'étais en stage donc à Deloitte dans un cabinet de conseil, donc dans la partie RSE. Et alors, il y avait il me semble qu'il y avait une grille de salaire en fonction des entreprises, mais donc quand on arrive en stage, on n'a pas forcément la possibilité de négocier son salaire vraiment, mais c'était lorsque les personnes étaient transformées
de stage à CDI. Alors moi, je n'ai pas fait ça puisque je suis partie en école, en échange pour ma dernière année d'école, donc je n'ai pas eu cette question à me poser, mais j'avais eu des retours de personnes qui étaient en stage avec moi. Et là où, donc même école, en tout cas même grille d'école, même expérience, même profil, là où les hommes allaient oser demander 2 cas, 3 cas en plus, les femmes allaient rester dans la moyenne basse, et au final, ça donnait des promotions, entre guillemets, où il pouvait y avoir un écart, mais gigantesque, et c'était pas forcément que l'entreprise avait pour but de payer moins la femme, mais à partir du moment où la personne demande une certaine somme, c'est pas non plus dans l'intérêt de l'entreprise d'aller lui dire on est gentil, alors on va te donner plus parce qu'on sent que tu mérites plus. Ils sont pas fous non plus, donc ils vont se dire ok, très bien, elle demande ça, je vais lui donner ça, et puis tant pis pour elle, entre guillemets. Donc c'est vraiment important et ce que je disais tout à l'heure, si vous demandez trop, on vous le dira, et puis vous vous en rendrez vite compte. Mais ne pas hésiter à utiliser tous les outils qu'il y a à disposition pour se faire son idée un peu des grilles de salaire et ce à quoi vous pouvez prétendre. Et vraiment un conseil, oser aller dans des postes où ils demandent un peu plus d'expérience que ce que vous avez, oser sortir un peu de ce dans quoi vous avez l'impression d'être compétent à 100%. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'offres d'emploi qui... alors je sors un peu du sujet femmes-hommes, mais de façon générale, il y a beaucoup d'offres d'emploi où ils vont dire minimum 5 ans d'expérience, une entreprise en stage dans tel truc, enfin quelque chose qui semble un peu impossible. Et en fait, les entreprises font ça pour un peu faire le tri des candidats, mais il ne faut pas hésiter à, même si on ne coche pas toutes les cases de l'annonce, à aller se vendre et puis exposer ses compétences. Les recruteurs, ils recrutent avant tout des profils, des compétences et des personnalités, et c'est ça qui fera la différence, et pas forcément que vos bagages professionnels et scolaires. Vous allez demander salaire bas, peut-être en complément sur ces questions de salaire, négociation salariale. C'est vrai qu'on voit déjà une certaine différence à l'embauche, parce que les femmes ont tendance à moins oser demander. Et ça, c'est important d'être conscient, comme tu disais Léa, d'être conscient de ses compétences et qu'on vaut ce qu'on demande, quoi. En restant raisonnable. Donc avec le bench, c'est une très bonne idée d'aller voir sur Internet, maintenant qu'on a Internet, d'aller voir un peu ce qui se passe dans le monde du travail. Mais c'est aussi, après, quand on voit la courbe de progression entre les hommes et les femmes, bon, il y a le fameux plafond de verre qui recule progressivement, mais qui existe encore un peu. Mais il y a aussi, encore une fois, le fait de ne pas oser demander une augmentation annuelle parce que j'attends qu'on me la donne bien sagement. Et ça, c'est quand même vachement important de revendiquer quand on sait parce qu'on sait qu'on vaut le coup, et d'oser demander. En complément, ce que j'ai beaucoup aimé chez BNP, c'était femmes, hommes ou n'importe quelle école, en fait. Grâce au Graduate Programme, en fait, tout le monde arrivait sur la même base de salaire. Donc tous les jeunes qui sortaient d'école étaient structureurs, trading ou sales. On était tous vraiment sur la même base salariale. Ce qui va faire la différence, c'est effectivement au bout d'1 an, 2 ans. Est-ce que vous allez oser parler à votre manager, voilà ce que j'ai pu apporter pendant ces 2 années. Effectivement, allez pas trop de l'avant dans le sens où vous avez fait aussi 1 an de preuve, mais la plus grande chance que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez déjà fait énormément, et la confiance en vous va juste augmenter ses capacités à progresser dans le monde professionnel. Vous avez fait déjà une très très grande partie. Le meilleur reste à venir. La valorisation de tout ce qu'on peut faire toujours tout au long de sa carrière. Effectivement. Croyez en vous, vraiment. C'est la plus grande importance, je pense, du point aujourd'hui. C'est avoir confiance en soi, que ce soit face à un manager, une équipe ou à des collègues, tout simplement. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le sera pour vous. Vous voulez apporter un complément. Confiance en soi, c'est très important pour les filles.
Confiance en soi pour les filles, c'est très important. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec tous les événements que je fais. Donc, à la RH Group, depuis 2 ans, je travaille sur la féminisation, sur CIB et l'IT. Donc, autant dire que c'est 2 gros domaines quand même. Et ça commence, avant de parler de salaire aussi, de vos CV. Souvent, à école et à profil égal, les filles se mettent moins bien en valeur que les garçons. Donc n'hésitez pas. Et c'est après en discutant avec les filles que je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis ceci ou cela? Vous l'avez fait. Vous en êtes capable, donc indiquez-le. Et puis après, donc évidemment, n'hésitez pas à postuler aux offres, même si vous avez l'impression que c'est mouton à 5 pattes qu'on cherche dedans. Comme disait Léa, il faut bien faire un tri quelque part, mais après, par rapport à votre CV, on voit une personnalité, on voit la capacité, on voit l'école dont vous êtes, et à partir de là, on vous donne votre chance, quoi. Mais il faut y aller. Et évidemment, ensuite, négociation du salaire. Et alors là, juste petite expérience personnelle. Quand vous êtes une femme et que vous dites à un homme qui ne s'attend pas à ce que vous lui disiez « je veux que tu me payes tant », donc un salaire d'un homme, que vous demandez un salaire d'homme, et qu'il ouvre grand les yeux en vous disant pardon, c'est vraiment quelque chose de très... c'est une expérience très agréable quand même. Hein. Voilà, donc confiance en soi, mesdames. Bonjour à tous déjà, merci d'être venus. Par rapport à ça, justement, comment est-ce qu'on est censé réagir si on est victime de remarques sexistes? Parce que des fois, les personnes, elles en ont pas conscience, justement, comme vous l'avez dit. Ça peut être juste une vanne, enfin une blague comme ça. Comment est-ce que, en tant que personne victime de remarques sexistes, on peut réagir sans passer pour, je sais pas, une féministe extrême? Voilà. Si tu es proche de ton manager, je dirais d'aller le voir directement. La RH, en général, est là pour appuyer et sera mise au courant si tu ne te sens pas à l'aise pour aller les voir directement. Le manager le fera pour toi. Si vraiment tu n'es pas à l'aise avec les personnes de ton équipe, tu peux aussi aller voir un collègue. En fait, n'importe qui dans ton entourage au sein de professionnel pourra t'aider. On est censé se serrer les coudes pour que tout le monde se sente à l'aise. Le but, c'est pas d'arriver la boule au ventre au moment où on doit faire des métiers à haute intensité. C'est pas le but. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment tout le monde est capable d'être accompagné. Les premiers qui doivent venir à l'esprit, c'est le manager et les RH. Tout à fait d'accord. Le principe, c'est de ne pas rester seul avec ce à quoi tu es confronté. Donc, c'est en parler. Déjà, peut-être si tu arrives à la personne qui a fait cette remarque, qui ne s'est peut-être pas rendu compte que c'était une remarque sexiste, hein, mais lui dire comment tu as vécu la chose. Et puis ensuite, il y a plein de monde qui peut te supporter là-dessus. Il y a, comme tu dis, le manager, les RH. Il peut y avoir aussi les partenaires sociaux qui sont sensibilisés à ça aussi et qui peuvent accompagner. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter tout cet écosystème. Oui, tout à fait. Je rejoins vraiment tout ce qui a été dit juste avant moi. L'essentiel, c'est de ne pas rester silencieuse. C'est-à-dire que soit sur le coup, tu as une réponse qui te vient en tête et c'est important, je pense, de répondre quand une personne fait une remarque sexiste sans être ni dans la culpabilisation ni se mettre à hurler, mais répondre un peu sur un ton calme, juste en la remettant à sa place de façon polie, sans être dans quelque chose d'humiliant où la personne pourrait après se braquer en disant que c'est elle qui se sent attaquée, mais juste en lui faisant comprendre que pour toi c'est une remarque qui est sexiste, qui est déplacée, et voir si ta parole a un impact, si par exemple la personne s'en était pas rendue compte ou s'il y a une prise de conscience en face. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, tu as tout un écosystème d'acteurs, alors en entreprise, mais aussi à l'école, dans la société, même de façon générale. Maintenant, je sais que je crois que le gouvernement a mis en place une plateforme. Enfin, il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui permettent de parler à quelqu'un, de pouvoir témoigner. Et dans le cadre de l'entreprise, il y a vraiment des dispositifs pour faire remonter ces choses sans que ce soit vu comme de la délation ou quelque chose, que ça se retourne contre toi.
je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment de ne jamais rester silencieux et de ne pas accepter ça par timidité ou par peur d'être vu comme la personne qui un peu la rabat-joie entre guillemets, ou c'est vraiment. Et je pense que plus ces personnes-là, souvent, elles vont dire ça parce qu'elles pensent qu'elles se sentent mises en valeur en disant ce genre de choses, qu'elles passent pour les gens rigolos. Et au final, si à chaque fois qu'elles disent quelque chose de déplacé, il y a quelqu'un qui les remet à leur place, petit à petit, elles arrêteront parce que c'est humain et que personne n'aime se faire répondre de façon négative quand elle dit quelque chose. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir de ne pas laisser passer en tout cas. Salut, moi je voudrais juste corser la question. Il se passe quoi si c'est mon manager qui m'a fait une remarque sexiste? Alors peut-être juste pour compléter les acteurs, avec la loi de 2018, dans les entreprises, désormais il y a en plus de ça des référents. Référents côté employeur, des référents côté CSE. Pour les entreprises de plus de 250 salariés. 250 personnes, voilà, c'est ça. De fait, ce sont des intervenants supplémentaires qui sont formés à justement entendre ce type de témoignage. Là. Bon, sous le nez, ça marche pas. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes. Ce que je voulais aussi dire, c'est dans la continuité de ce que Léa a dit, c'est que ce qui peut me paraître choquant peut ne pas vous paraître choquant ou peut ne pas paraître choquant à Léa. Il y a une question très subjective du propos. Ça peut être parce que ça touche quelque chose qui relève de votre histoire, de votre sensibilité, de votre personne. Donc, de fait, la personne qui tient les propos peut être surpris, peut être déjà dans la mécompréhension de ce que ça peut vous faire ressentir, et qui plus est, effectivement, ne pas comprendre que ça vous fasse ressentir quelque chose de désagréable. Donc ça, c'est important de le savoir, et c'est aussi effectivement très important que, de fait, vous puissiez vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur votre ressenti. Par la suite, si tant est que la personne à qui vous vous êtes exprimé vous dit « Oh, ça va quand même, hein, un peu de légèreté, si on peut plus déconner, bon ». Vous arrêtez pas là. Parce que vous êtes tombé sur une personne qui n'entend pas, que pour autant, vous avez tort. Allez chercher une autre oreille. Allez en parler effectivement à d'autres. Voilà. Et donc, si vous en parlez avec votre manager, et que votre manager vous dit « Oh, bon, ça va », ou si, pire, c'est votre manager qui tient ses propos, bon, là, vous allez voir quelqu'un d'autre. Parce que votre manager, il est un manager, que de toute façon, vous avez un RH, que vous avez un référent, que vous avez quelqu'un à l'éthique. Il y a toujours quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous brûler. Nous, très clairement, dans l'entreprise, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est le PDG tout là-haut qui reçoit un courrier en disant « Cher président, chère présidente, je tiens à vous faire savoir que un tel a tenu des propos inadmissibles et que je n'ai pas été entendu dans l'entreprise. » Ça veut dire que là, d'un seul coup, la cascade managériale fonctionne très très bien. Et là, tout le monde est prêt à vous écouter. Donc, bon, vous n'êtes pas obligé d'appeler systématiquement le président ou la présidente de votre entreprise. Mais ça peut en arriver là. Et je se faire entendre. Surtout, ce sont des propos déplacés. Je passe le micro. Alors là. C'était presque assez proche de ce qu'avait demandé à la jeune fille tout à l'heure. C'était... comment dire, on dit souvent que parfois les femmes sont moins prises au sérieux de manière un peu et je me disais, vu que c'est assez comment vous arrivez à gérer ça personnellement ou dans votre carrière? Enfin, je ne sais même pas s'il y a une solution réelle, directe, parce que c'est extrêmement dur, je pense. Oui, c'est peut-être du cas par cas, je suis désolé de... C'est compliqué comme question. Désolé. Moi, je peux témoigner dans le monde automobile, quand tu es une femme, c'est un peu plus compliqué parce qu'on considère que, bon, techniquement, tu tiens pas la route, etc. Donc, toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui se sont retrouvées seules ou à très peu de femmes dans un monde d'hommes, limite, elles ont dû faire 2 fois plus de boulot pour montrer qu'elles tenaient la route. Et à chaque fois, ça a été un succès. Hein. Et c'est vrai que c'est pas normal que ces femmes soient obligées d'en faire 2 fois plus qu'un homme pour montrer que ça fonctionne aussi et qu'elles ont les mêmes compétences et qu'elles méritent le poste qu'elles ont. Ça a été d'autant plus
visible, je veux dire dans les années 2010-2015, où on a féminisé certaines couches de management qui étaient vraiment très très peu féminisées. Hein. Quand tu n'as que 2 femmes sur les 250 cadres dirigeants, c'est un peu inquiétant. Et il y a eu des femmes mises en position, parce qu'elles avaient des compétences, et 2 aussi parce qu'il y avait la loi qui disait qu'il fallait un peu augmenter la proportion de femmes dans l'entreprise. Et ces femmes-là ont vraiment eu des difficultés. Nous, on arrive un peu après. Je ne vais pas dire que c'est hyper facile, mais c'est quand même un peu moins difficile que pour ces femmes-là, dans le sens où maintenant les mentalités ont changé et les managers ont compris que une femme, si elle est là, c'est aussi parce que elle a les compétences techniques, elle a les compétences comportementales, elle apporte aussi de la diversité à l'équipe. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu as une équipe avec que des hommes qui en plus parfois sont issus de la même école, ça tourne un peu en rond. Et cette diversité, c'est ce qui fait la richesse de l'entreprise et c'est ce qui nous permet d'innover, d'avancer continuellement. Et il y a encore du travail, hein, mais ça commence à bouger. On a une question déjà là. Juste pour compléter peut-être par rapport à ce que vous disiez, promis. De ce que j'entends de votre question, c'est peut-être est-ce qu'il faut être dans le combat ou est-ce qu'il faut être un peu dans la légèreté pour tenir dans la durée. Et le fait est, alors vous allez avoir des réactions extrêmement agressives parce qu'on est touché dans notre chair. On peut avoir du coup des mouvements féministes très 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 virulents. Être féministe, c'est pas forcément être agressif, c'est pas forcément être virulent. Il y a des mouvements féministes agressifs. Et non mais voilà, moi je suis féministe, je casse pas la gueule à tous les mecs. Pas forcément en capacité d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais pas. Mais de fait, effectivement, il faut accepter que on parlait des stéréotypes et du poids, du temps, etc. Les choses ne se font pas, ne se défont pas d'un claquement de doigts. Ça demande du temps. Il y a des personnes où clairement on ne fera pas bouger les choses. Et là, il y a des cons chez les hommes, il y a des cons chez les femmes. C'est comme ça. Et il y a des personnes qu'on n'arrivera pas à faire évoluer. Et il faut se dire qu'il ne faut pas nous se pourrir l'existence à cause de ça. Donc trouvons des chemins, des petits pas, un coup à gauche, un coup à droite, et progressons. Et faisons progresser les personnes qu'on arrive à faire progresser, qui veulent bien. Et puis les autres, on les laisse de côté. Et puis, oui. Je voulais aussi poser la question, quand on est témoin de sexisme au travail ou à l'école ou même en association, qu'est-ce qu'on se doit de faire? Je pense que ça pourrait être bien de le dire, d'apporter d'autres idées à certaines personnes qui ont quelques idées. Et après, j'aurai encore une autre question. Alors, le chrono, on a à peu près 5 minutes encore. Hein. Je ne sais pas qui veut répondre sur comment on fait quand on est témoin. Quelqu'un des idées? Se substitue pas à la victime déjà mais... Je pense que la réponse, c'est la même que pour quand on est victime, c'est ne pas le garder pour soi et en parler. Avec la victime éventuellement, avec la personne qui a émis cet acte de sexisme, et puis avec des partenaires, des gens qui sont formés pour. Merci. Et aussi quelque chose d'autre qui est plus personnel. Parfois, ça m'arrive d'avoir un peu peur de prendre la défense, de prendre directement la défense de femmes qui ont reçu une remarque sexiste qui peut être très violente, parce que je me dis que je peux être je suis un homme qui passe à cette violence, alors que une femme peut très bien se défendre. Comment on le fait dans les bonnes proportions, en fait? Un grand bravo pour vous, parce que franchement, je trouve que c'est extrêmement important ce que vous dites. C'est très difficile. C'est comme quand vous voyez une personne avec une canne blanche devant un passage piéton, est-ce que vous allez ou pas lui proposer votre aide? C'est exactement dans le même registre. Et vous allez forcément avoir des réactions variables selon les personnes. Mais je t'ai rien demandé, je peux me défendre toute seule.
bah, au moins, vous pourrez ne pas vous reprocher de ne pas avoir proposé votre aide. Ou, bah, j'aurais bien aimé que tu m'aides. Ouais, mais j'ai pas osé. Donc, si vous vous sentez que c'est pertinent de proposer, vous n'allez pas trop devant, mais proposez et voyez ce que la personne vous répond. La personne accepte volontiers et vous remercie, vous devenez un dieu vivant, tant mieux. La personne vous dit merci, mais non merci, je vais être seule, tant mieux aussi. Donc n'hésitez pas surtout. La seule chose que vous pourriez vous reprocher, c'est de dire j'aurais peut-être dû intervenir et j'ai pas osé. Mais malheureusement, ça arrive à tous, hommes et femmes. Il ne faut pas non plus se culpabiliser à vie. On peut être très formé et pour autant ne pas toujours savoir bien réagir parce que c'est la vie. Donc il ne faut pas non plus que ça devienne une culpabilité folle si demain vous n'intervenez pas à chaque fois et que vous vous dites 2 jours plus tard j'aurais peut-être dû. Mais parlez-en. Et merci. Merci beaucoup. Ah, la première. Non, mais la deux. Alors c'est une question. Parlez fort, c'est une question assez bête. Il n'y a pas de question bête. Ah, mais vous allez l'entendre et vous allez comprendre. Très souvent, il y a cette réaction quand on dit qu'on est pour l'égalité homme-femme, et ah bah du coup je peux te taper. Vous voyez ce type de comportement? Je me demandais, est-ce que dans du travail plus tard? Oui. Ça n'a aucun... Comme si on s'appelait comme ça pour aucune raison. Non, ça m'est... Non, mais c'est comme on disait tout à l'heure, je veux dire, il y a la limite de l'intelligence. Il y a des individus, des réflexions bien appropriées, bah, voilà, vous cataloguez la personne et vous passez à autre chose. Du coup, moi, je voulais vous demander, parce qu'on parle beaucoup de sexisme d'hommes envers les femmes, mais aussi, est-ce que vous avez reçu du sexisme de femmes? Ah bah, de tout, hein. Des hommes à l'égard des hommes, des femmes à l'égard des femmes, des femmes à l'égard des hommes, des hommes à l'égard des femmes. Hein. C'est la société, enfin, c'est la sexualité qui veut ça. Hein. Il n'y a pas de... Le sexisme est polymorphe, c'est les joies du sexisme. Bon bah du coup, la joie de la vie en entreprise, vous voyez ça se passe bien quand même, de la vie en société, mais là en l'occurrence en milieu professionnel, donc les choses changent, les mentalités changent, la loi évolue, la loi protège de plus en plus ses salariés. Les dispositifs sont mis en entreprise, il y a les réseaux qui existent, il y a les collègues. Et puis pour de vrai, l'être humain est compliqué, mais les pervers, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et que généralement, ça se passe bien. Donc, je pense qu'il faut aussi être un peu positif. Ça va être sympa. Merci beaucoup pour nos intervenants. Merci à vous.